Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour mon update lecture du mois de mai. Et ce mois de mai était sous le thème de l'historique. Après mon mois de romance, romantécie, smut, enfin bref, voilà. J'avais décidé de me faire un mois thématique, rien que pour moi, et un mois de l'historique, puisque j'avais pas mal accumulé de romans historiques, donc je vais vous faire ça tout de suite. Vous verrez qu'il y a 2 romans qui ne sont pas historiques, puisque c'était les lectures que j'avais pas terminé fin avril et du coup que j'ai terminé début mai, donc je vais vous les présenter tout de suite pour commencer et ensuite on partira sur l'historique. Le premier roman que je vais vous présenter, il s'agit du tome 3 du sang et de la cendre, donc c'est The Crown of Gilded Bones, donc c'est la couronne d'os dorés de Jennifer Lamont Trout. Donc là c'est le tome 3, si vous n'avez pas suivi un peu l'histoire, je vous réfère à mon précédent update lecture donc du mois d'avril où je disais les tomes 1 et 2. On suit Poppy qui est une pucelle dans un univers où elle doit garder l'anonymat, elle doit rester vierge jusqu'à la prophétie et voilà, c'est à peu près cette histoire-là. On est dans le tome 3, donc vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, surtout que c'est des gros pavés et ce tome-là... Alors, j'ai beaucoup aimé le début. À chaque chapitre, il y a une révélation. À chaque chapitre, on est en PLS. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même un gros moment un peu de creux pour avoir une fin explosive et qu'on ait envie de connaître la suite. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une vague. Il y a eu un bon creux de vague, mais franchement, c'est toujours aussi addictif. J'ai adoré la plume. C'est une romance paranormale très adulte. Voilà, il y a beaucoup de scènes olé olé et de scènes très explicites, donc ce n'est pas à mettre dans la main de tout le monde et de tous les jeunes, mais je trouve qu'elle a fait très fort dans cette saga de fantasy. C'est vraiment bien, il y a de l'intrigue politique, il y a de l'amour, il y a... On a envie qu'il y ait un peu plus d'amour avec d'autres personnes des fois, mais voilà, il y a des trahisons, il y a des complots, il y a de la guerre, des combats, enfin bref, c'est hyper bien, c'est la première saga qu'elle fait aussi adulte, et je trouve que ça fonctionne hyper bien. Donc voilà, je vais pas vous en parler plus longtemps, puisque je vous ai pas mal parlé de ce début de saga dans le précédent update lecture, mais celui-ci, encore une fois, a été très bon, même si je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé. Comme je vous disais, vraiment les premiers chapitres, à chaque fois, à chaque fin de premier chapitre, de toute façon on était en lecture commune, encore une fois, avec Morgane et Ulika, et à chaque fin de chapitre, on était à commenter, parce qu'il se passait des choses de ouf, et c'est vrai qu'il y a eu une grosse perte de cadence pour avoir vraiment une fin ouf, même si elle était un peu prévisible, voilà, on s'y attendait un petit peu, mais un peu des révélations de malade. En romance paranormale, mais un peu moins smut, un peu beaucoup moins smut, j'ai lu Poison Study, donc le premier tome de La Porte des Secrets en français, je crois que c'est ça, et donc c'est le Poison écarlate en français, de Maria V. Snyder. On suit Yelena. Yelena, elle s'appelle ? Je sais plus comment elle s'appelle, ça me paraît bizarre qu'elle s'appelle Yelena. Si, c'est ça. Donc Yelena qui a tué son ancien bourreau et donc qui est condamnée à mort. Et en fait, il va y avoir le garde suprême du commandant qui va la récupérer et lui dire que... si elle veut échapper à la pendaison et à la mort, elle va devenir goûteuse officielle du commandant et il va y avoir pas mal d'intrigues là-dessus puisque on essaie quand même de tuer ce commandant-là. Elle va être contrainte à rester et ne pas s'enfuir, à rester goûteuse puisque au tout début elle a eu un poison et en fait elle est obligée d'avoir un antidote tous les jours. La seule personne qui a cet antidote-là, c'est le grand garde et elle va découvrir un milieu avec pas mal de magie. Elle va découvrir qu'elle a peut-être des pouvoirs, qu'il y a peut-être des gens qui veulent atteindre à sa vie et pourquoi, qu'il y a des gens qui veulent atteindre à la vie du commandant et pourquoi, et voilà. Ce roman,
Je l'ai lu après Le sang et la cendre, enfin après le tome 2 du sang et de la cendre, je crois, et je vous avoue que bah du coup je l'ai trouvé hyper lent, pourtant j'étais hyper intriguée, enfin franchement j'aime beaucoup les personnages, j'aimais beaucoup l'intrigue, j'aime beaucoup voilà le déroulement de l'histoire, j'en entendais que du bien de ce roman. C'est ma petite Justine qui me l'avait offerte il y a 3 ans, je pense, un truc comme ça. Je pense qu'il y a 3 ans facile qu'elle me l'avait offert pour mon anniversaire, j'adore la couverture d'ailleurs. Et je vous avoue que j'étais un petit peu déçue mais je pense que je l'ai pas lu au bon moment, vraiment. J'ai fait la comparaison à chaque fois du rythme et de l'engouement que j'avais. Mais je suis curieuse d'avoir la suite, de découvrir comment notre personnage va évoluer, qu'est-ce qu'il va y avoir. Alors la romance est très 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 secondaire, même je pense qu'elle est au 10e plan, elle arrive que vers la fin. Et je trouve que d'un côté, on est content, mais elle sort un peu du chapeau. Vraiment, je m'attendais... Enfin, je m'y attendais parce que forcément, à un moment donné, il va y avoir une romance entre ces deux personnages-là. Mais je trouve qu'elle n'a pas été très très bien amenée. Et voilà, par contre, tout le côté un peu combat, elle va apprendre à combattre auprès des gardes, à se défendre. Voilà, il y a encore une fois des complots, de la trahison. On veut savoir qu'est-ce qui se passe et comment elle va évoluer, qui elle est vraiment, puisque c'est une orpheline à la base. Et voilà, donc je pense me procurer la suite, mais ça ne sera pas du tout dans mes priorités, loin de là. Puis encore une fois, je l'ai en VO, je l'ai lu en VF, comme le précédent d'ailleurs. Ma panne de VO n'est toujours pas passée. 2024, j'espère que ce sera l'année où je reprendrai un peu de VO. On va continuer avec les poches. Donc là, on part en historique. Et donc, le premier roman, enfin, c'est pas du tout dans l'ordre, hein, je vous le dis tout de suite. Le roman que j'ai lu, il s'agit du Magicien d'Auschwitz de J.R. Dos Santos aux éditions Pocket. Je l'avais trouvé à 1,99 chez Easy Cash, alors qu'il était sorti pas longtemps avant. Donc je suis trop contente de l'avoir acheté et découvert. Je vous conseillerais pour ce roman de ne pas lire le résumé, puisque le résumé parle des 3 quarts de ce roman, et j'avoue que du coup j'étais un poil déçue et je m'attendais à autre chose. Donc, cette histoire, on va suivre Herbert Levin, qui est un magicien juif qui habite au début à Amsterdam, je crois. Bref, il habite... je crois qu'au départ, il habite à Amsterdam et il part vers Prague. Et du coup, voilà, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il va essayer de s'éloigner des nazis en se disant qu'à Prague il n'y aura pas de nazis, et finalement si ils arrivent, et puis un jour il est envoyé à Auschwitz avec sa famille, et en parallèle on suit comment il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, un jeune homme qui lui est portugais, qui a combattu auprès de l'Espagne et qui va être envoyé pour la bataille au niveau de l'URSS. Et du coup, il est un peu de l'autre côté, il est un peu du côté ennemi pour nous. Et du coup, il va faire sa mission, il va faire la guerre, il va se battre, il va rencontrer une jeune fille et il va devoir, pour la retrouver, il va devoir se signer du côté des SS au niveau d'Auschwitz pour essayer de la retrouver, de la protéger. Donc voilà l'histoire, mais ce que je vous ai dit, c'est les 3 quarts du roman, puisque j'ai trouvé que le début était très très lent, on pose beaucoup les choses, il se passe, je pense qu'il faut à peu près la moitié pour que il arrive à Auschwitz, enfin qu'ils arrivent les deux à Auschwitz. Au départ, on se demande qui est ce personnage portugais qui se bat aux côtés des Espagnols. Comment on va relier avec ce magicien d'Auschwitz, comment le magicien d'Auschwitz va être envoyé, quelles sont ses conditions. Et en fait, moi, c'est ça que j'attendais, vraiment avoir la vie à Auschwitz. Et ça se passe vraiment sur la dernière partie. Et j'avoue que du coup, j'ai été un poil déçue, mais j'ai trop envie d'avoir la suite. La suite, c'est le manuscrit de Birkenau.
Et vraiment sur la dernière partie, on a toute la partie d'organisation, de construction d'Auschwitz avec les différents bâtiments, comment ils vivent, les conditions dans lesquelles ils sont. La peur aussi qu'ils ont, et ça j'ai trouvé ça hyper bien retranscrit, mais voilà, du coup pour arriver à là, c'est hyper long, j'ai trouvé vraiment la première moitié très fastidieuse, on parle beaucoup d'ésotérisme, d'Illuminati, de l'Atlantide, de ceci, de cela, de théorie du complot, et j'avoue que j'ai été très perdue. Je m'attendais pas à ce côté-là, très ésotérique du roman, mais en fait, si le tome 2 est dans la continuité de la fin, je vais passer un très très bon moment, même si c'est très dur, c'est très... On sent... Enfin, J.R. Dos Santos c'est très fort, puisqu'il arrive à faire ressentir l'aspect pesant d'Auschwitz, et du coup j'ai trop hâte de découvrir quand même la suite pour vraiment lire ce dont j'attendais, ce que j'attendais, et voilà, j'ai envie de... Enfin, ce roman m'a donné aussi envie de lire pas mal de romans qui se passent à Auschwitz et pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une période qui me fascine, même si je connais pas grand chose. Mon copain est très calé sur la Seconde Guerre mondiale et même la première, mais moi pas du tout, et du coup j'en apprends un peu plus grâce à ces romans. Et voilà, J.R. Dos Santos, j'en entendais beaucoup parler comme quelqu'un qui s'y connaissait beaucoup, je pense. Je crois que je me demande si c'est pas un journaliste ou un truc comme ça, mais que en fait il s'y connaît vraiment, et voilà, j'ai beaucoup aimé la plume, mais vraiment c'est pas à ça que je m'attendais, enfin l'histoire à laquelle je m'attendais se passe à la fin, et du coup j'ai été un peu frustrée. Un roman que ma belle-mère m'avait donné et que mon copain m'avait mis dans les 10 livres à lire cette année, il s'agit de L'île des oubliés de Victoria Hislop, qui se passe en Crète, sur l'île de Spinalonga, je crois que c'est ça. C'est l'île des lépreux, et donc on va suivre une famille, c'est une fresque familiale autour de cette île où la mère est partie, puisqu'elle avait la lèpre, vivre sur cette île, elle en est décédée, et un jour une des filles va devoir également vivre là-bas. On a différents points de vue, le père, la fille, l'autre fille, enfin bref, il y a pas mal d'histoires autour de celle-là, et mais c'est vraiment sur cette histoire d'île des lépreux, et de comment ils étaient, comment ils travaillaient, enfin comment ils vivaient autour des Crétois, comment ils étaient accueillis, comment ils étaient vus, comment était leur organisation, bref. J'ai trouvé ça hyper intéressant, même s'il y avait pas mal de longueur, il est assez gros, je pense que j'aurais pu enlever facile 100 pages. Mais il y avait des moments très très intéressants, et vraiment je pense que mon copain pourrait aimer, puisque lui la Crète c'est son amour. Il y a un tome 2 qui se passe, enfin qui raconte un peu l'histoire d'un des personnages, puisqu'à un moment donné un personnage s'enfuit, et donc on va suivre un peu son histoire. Je suis très curieuse d'avoir l'histoire de ce personnage en question. Mais voilà, en fait, au départ, on suit une jeune femme qui revient en Crète et qui sait pas trop pourquoi sa mère a fui de la Crète. Et donc, on va lui raconter l'histoire de cette famille-là, justement, de Maria avec Sophia. C'est l'histoire de son arrière-grand-mère. Et voilà. Mais voilà, très intéressant. J'ai pas du tout l'habitude de lire des romans sur la Grèce, encore moins sur la Crète, encore moins sur l'île des lépreux. Je connaissais pas du tout l'histoire, et du coup je racontais quelques petits trucs à mon copain. Il me dit ah oui, mais moi je l'ai visité, j'ai pu voir, je sais à peu près l'histoire et tout, donc j'ai beaucoup aimé. Enfin je sais pas s'il l'a visité ou s'il a tourné autour, mais voilà, il était pas très loin, donc il connaît un peu l'histoire de cette île. Et si vous voulez découvrir l'île de Spinalonga, l'île des lépreux en Crète, ce roman est parfait, et franchement elle s'y connaît vraiment bien. Je crois que c'est une personne très forte pour parler de la Grèce, et encore plus pour les romans un peu historiques. J'ai lu, dans l'optique de lire un thriller par mois, j'ai lu Le Loup des Cordeliers de Henri Levenbruck, qui est le premier tome de Gabrielle Joly. Je suis désolée, je parle hyper vite, mais en fait j'ai parlé de 5 romans, on est déjà à 15 minutes. Enfin, j'ai parlé de 4 romans et on est déjà à 15 minutes, donc il faut que je speed un petit peu. Donc on va suivre Gabrielle Joly, qui arrive à Paris étant journaliste en mai 1789, donc juste avant la Révolution, et il y a des meurtres qui se font, des agressions qui se font assez... Voilà. Et donc il va décider
d'enquêter un petit peu là-dessus, sauf qu'on lui dit calme-toi, t'es simple petit pigiste, donc redescends, t'es pas un enquêteur ni rien. Mais il s'en fout, il décide quand même d'enquêter et on a toute l'atmosphère un peu révolution qui commence à s'envenimer. On a tout l'aspect historique qui est hyper intéressant. Encore une fois, c'est un gros pavé, il fait 600 pages, plus de 600 pages. Je pense que j'aurais enlevé facile 100-150 pages à ce roman puisque j'ai trouvé pas mal de longueur. Mais j'ai adoré lire un thriller dans cet aspect historique. J'ai hâte d'avoir la suite puisque la suite, le mystère de la main rouge est vraiment la suite directe. Donc il faut mieux les lire dans l'ordre. Mais je pense que je me le procurerai, puisqu'en plus, je crois qu'il est à Noir-sur-Ormesson cette année, donc je vais essayer de me le procurer. Mais je suis trop curieuse, enfin, je suis trop contente de l'avoir découvert, puisqu'en plus, il me faisait envie depuis un moment. Et voilà, j'ai trouvé quelques longueurs, comme d'habitude, un peu avec les romans de Henri Levenbruck. J'avais lu J'irai tuer pour vous, j'avais trouvé quelques longueurs. Encore une fois, là, j'ai trouvé quelques longueurs, mais j'ai adoré suivre une enquête policière au moment de la Révolution et d'en connaître un peu plus sur la Révolution. On retrouve les personnages de Danton, de Robespierre, de Desmoulins et voilà. Et moi en plus j'avais adoré la comédie musicale 1789. Du coup ça me fait un peu de nostalgie sur cette comédie musicale. Mais voilà, j'ai trop hâte de découvrir la suite. Et donc on va passer au grand format avec des Charleston. J'en ai 3,5 à vous présenter, on va dire. Le premier que je vais vous présenter, il s'agit de Le souffle des rêves de Clarisse Sabat. Donc c'était le roman de l'année dernière que j'avais acheté du coup l'année dernière, mais au moment où j'avais voulu lire, elle m'avait dit quand même qu'il fallait mieux lire La femme au manteau violet avant, et je confirme, on va entrecouper à un moment donné avec La femme au manteau violet, on va comprendre plus de choses. Donc là on est en 1987, donc il y a Lucie qui est à la base en Irlande et qui va partir avec sa famille, avec une partie de sa famille, avec son père je crois, à New York. C'est le moment où tous les Irlandais arrivent un peu à New York, mais ils sont pas très bien vus, il y a un peu la guéguerre entre les Irlandais et les Italiens, et elle va grandir et essayer de se faire une place là-bas. Je sais plus si elle... Oui, c'est ça. À la base, on suit quand même Abigail, qui est new-yorkaise et qui décide de retourner sur ses terres natales d'Irlande, puisque ça va pas fort avec son mari, il s'engueule pas mal, il se frite beaucoup. Et donc, elle va retrouver des enregistrements de sa arrière-grand-mère, de sa grand-mère, donc Lucie. Et donc Lucie est une jeune fille qui était en Irlande, qui est partie avec son père vivre à New York et essayer de se faire une place à New York. Donc elle suit des études, enfin elle est assez jeune quand elle y va. Et j'ai adoré ce roman, vraiment, j'ai adoré le point de ralliement avec La femme au manteau violet. Vraiment, j'ai préféré celui-ci à La femme au manteau violet, mais j'étais trop curieuse pendant tout le roman de savoir si j'allais voir la subtilité, et forcément tout le monde peut la voir, c'est clairement dit. Et franchement, j'ai adoré, j'ai autant adoré l'histoire de Lucie que l'histoire d'Abigail. Au présent, elle a pas mal de questionnements qu'elle se fait, et franchement je suis trop contente. Il y a des plot twists de ouf qui je les avais pas vu venir, vraiment j'étais scotchée. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Clarisse Sabat. De toute façon c'est une valeur sûre pour moi, celui-ci n'en a pas fait exception. J'ai vraiment adoré. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, mais j'ai adoré l'aspect déjà de l'Irlande, autant normal, parce que j'adore ce pays, et j'ai beaucoup aimé suivre le New York de début 1900. Oui, c'est ça, début 1900, puisqu'il y a eu la référence du Titanic qui m'a fendu le cœur, vraiment. Je sais, enfin, j'avais envie de pleurer en avance dès que j'ai vu que
le Titanic mentionné, j'ai eu envie de pleurer. Mais bon, voilà, il m'a procuré beaucoup d'émotions, je l'ai lu assez rapidement, et voilà, c'est un Carré Savard que j'ai adoré. Un Charlottetown que j'ai un petit peu moins aimé, et pourtant il est assez court, mais j'ai mis une plombe à le lire. Il s'agit de L'Étoile de la Liberté de Auréane Lapouge, qui avait remporté le prix du livre romantique. Et donc là, on est encore une fois sur une double temporalité où on est en 1964 et dans les années, enfin, et 100 ans avant. En 1964 aux États-Unis, une partie des États-Unis a eu l'abolition de enfin, tous les États-Unis, je crois, ont eu l'abolition de l'esclavagisme, mais il y a une partie qui est un peu révolutionnaire et qui n'accepte toujours pas les personnes de couleur noire. Il y a le Ku Klux Klan qui fait des sévices, et donc on a une journaliste qui décide de suivre un groupe qui habite dans le Nord et qui décide de suivre un groupe un peu d'études de Noirs pour partir dans le Sud et donner un peu de... Enfin, il y a des votes qui vont être faits et de dire, vous aussi, vous avez le droit au vote, vous avez le droit de parler, l'abolition, enfin l'esclavage, c'est plus d'actualité. Donc maintenant... enseignez, vivez, votez, et c'est très important parce que si vous le faites pas, on peut revenir en arrière. Et du coup, on est aussi dans les années 1940-1960, pendant l'esclavagisme, et on suit des personnages qui vont essayer de survivre à leurs conditions d'esclaves et qui vont s'enfuir aussi. Et voilà, c'est le début où les esclaves s'enfuient et certaines familles de blancs les aident, et voilà, c'est très très beau, c'est une très belle histoire. Ce qui m'a le moins convaincu, c'est les histoires d'amour. Je trouve que l'histoire d'amour contemporaine, enfin la plus récente, n'est pas crédible une seule seconde, est trop rapide, et j'ai pas du tout été touchée en fait par l'histoire d'amour. Autant l'histoire d'amour qu'il y a pendant les années 1800, pendant l'esclavagisme, je la comprends un peu plus, elle est un peu plus plausible, mais là limite au bout de 50 pages, dans les années 1960, ils se disent déjà qui c'est, mais que c'est la femme de leur vie. Donc c'était un peu trop rapide pour moi et pas nécessaire, vraiment. Je pense qu'il n'y aurait pas eu ça, j'aurais beaucoup plus apprécié ce roman. Mais voilà, j'ai pas trop l'occasion de lire des romans sur l'esclavagisme, sur l'abolition, sur le Ku Klux Klan, etc. Et j'ai trouvé quand même qu'il était hyper bien fait, mais je vous avoue que le côté romantique et le côté histoire d'amour m'a beaucoup rebuté et m'a beaucoup freiné dans ma lecture. Je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Et j'ai lu 2 romans, donc je vais vous en présenter qu'un seul puisque c'est la compilation France Loisirs de ces 2 romans. Il s'agit de Du rêve de nos mères et Des cendres sous les coquelicots de Karine Pitoki. Donc là, vraiment, il y a vraiment 2 romans. Si je fais le découpage... En gros, ça c'est le premier tome et ça c'est le deuxième tome. Je pense que Karine Pitoki et Le rêve de nos mères, vous en avez tous entendu parler, en tout cas ceux qui suivent un peu les actualités Charleston, puisqu'il avait beaucoup parlé de lui quand je l'avais vu en condensé comme ça chez France Loisirs. Je m'étais dit, allez, comme ça va me permettre de découvrir. J'avais commencé à lire les rêves de nos mères en physique et j'ai eu beaucoup de mal et je me suis procuré les audios et mon dieu, les coups de cœur que j'ai eu. J'ai déjà lu le tome 3 aussi, mais on verra dans une prochaine vidéo puisque c'est pas pour tout de suite. En tout cas, dans Le rêve de nos mères, on suit Julia qui vient de perdre son mari. Son mari est décédé dans un incendie. Ils avaient une demeure au niveau de Londres, je crois, à Longfield Park, donc en Angleterre, pas à Londres même, mais en Angleterre. Et donc là, on est juste avant la Première Guerre mondiale. Et donc, elle va découvrir rapidement qu'elle est enceinte, que son mari lui a laissé un petit cadeau avant de partir, et
en parallèle, on va suivre la famille Murphy, qui est un peu une bande de loulous, qui va aider une ancienne employée de Julia contre son mari très violent. Et donc on va avoir ces deux points de vue déjà, et en fait on se demande un peu le lien qu'il y a, et en fait on se rend compte que Will et Julia se connaissaient et étaient un petit peu amoureux quand ils étaient jeunes, avant que Julia se marie. Et donc voilà, la première histoire, c'est ça. Donc on est vraiment sur l'introduction de cette famille, de cette fresque familiale, puisqu'on est vraiment sur une fresque familiale au moment de la Première Guerre mondiale, donc déjà avant. Donc on a un peu la tension qui commence à augmenter. La plume de Karin Pitoki et les connaissances de Karin Pitoki sur l'histoire sont vraiment bluffantes, et elle arrive à nous transmettre l'ambiance dans laquelle on était vraiment avec justesse. Et donc dans le deuxième tome, on va suivre Will et d'autres personnes qui sont parties à la guerre, et les femmes qui restent à la maison, et on va découvrir un peu comment elles font pour rester à la maison, comment elles savent se rendre utiles. Petit à petit, on a des nouveaux personnages qui arrivent également. On a d'autres histoires en parallèle sur des relations, sur des enfants, enfin vraiment, on a vraiment cette fresque familiale. On n'est pas juste sur la guerre, sur des personnes, nanani, nanana. Je trouve que c'est beaucoup plus complexe, mais j'ai pas trop envie de vous en parler pour pas trop vous spoiler. Je pense qu'il faut le découvrir par lui-même. Voilà, moi, d'un point de vue écrit, j'avais pas trop adhéré, mais alors en audio, c'est génial. Je les ai bouffés et j'ai trop hâte d'avoir le tome 4. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, mais j'ai trop hâte de suivre encore les histoires de la famille Murphy, de Julia, de Emily et de tous ces personnages-là. Mais voilà, je trouve que c'est assez rare d'écrire sur la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup d'écrits sur la Seconde Guerre mondiale, mais sur la Première, assez peu. Pourtant, c'est la Grande Guerre, c'est une énorme guerre qui ne devait être qu'une petite guerre, qui a fini par être une énorme guerre. Mais voilà, je trouve que c'est hyper bien, et elle a hyper bien joué le jeu. Elle a hyper bien travaillé son sujet, et je trouve ça vraiment bien de parler de cette première guerre qui est si importante et si meurtrière. Donc voilà, j'ai fait une vidéo à rallonge, je suis désolée, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces romans, si vous avez des romans un peu contemporains, historiques, policiers historiques, à me conseiller, puisque j'avoue que j'adore ça. J'en ai encore pas mal dans ma pile à lire. Je crois que j'ai pour faire encore un mois entier que de ça. Donc je pense que début 2024, je vais me refaire un mois historique. Mais je suis trop contente d'avoir découvert ces romans. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici, ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!